Aujourd'hui, on va parler de la Palestine, mais vous allez voir d'une façon un peu différente. On les a vus, les bombardements en Palestine, les assassinats et la propagande qui passe en boucle à la télévision. Et on sait que ça n'a pas démarré le 7 octobre et que c'est une longue guerre historique menée par l'État israélien pour des causes bien précises. Un État israélien fort et conquérant débarrassé de ses concurrents, ça permet par exemple aux intérêts impérialistes états-uniens de s'imposer dans la région. Ça permet aux entreprises israéliennes d'exploiter des ressources gazières qui se trouvent au large de Gaza ou du Liban. Le dernier exemple, ça permet à Netanyahou de se sortir d'une crise politique interne pour renforcer son pouvoir et réprimer ses opposants. On a tous compris qu'il y avait d'immenses enjeux à la domination israélienne dans la région. D'où le fait que, malgré l'impopularité des massacres en Palestine, quasi tous les États du monde soutiennent l'État israélien. Mais il ne faut pas oublier que chaque domination amène sa résistance. Les invasions, les massacres, les humiliations, tous les crimes provoqués par l'armée israélienne provoquent dans la population palestinienne et libanaise une puissante volonté de résistance. Une volonté qui est d'ailleurs souvent utilisée de façon opportuniste par d'autres États voisins qui tentent de combiner cette volonté populaire à leur intérêt étatique. Pour les puissants, cette résistance à la domination, elle doit être réprimée. Et pour parler de cette défense de l'impérialisme par la répression, il y a un cas qui est particulièrement explicite, c'est celui de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique d'Europe, enfermé actuellement dans la prison de haute sécurité de Lannemezan. On va donc aujourd'hui vous raconter son histoire importante, son procès truqué et comprendre ensemble ce qu'est un prisonnier politique. Abdallah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un militant communiste libanais. Pour lui, la guerre en Palestine et au Liban, ce n'est pas une guerre religieuse, mais bien une domination coloniale organisée pour satisfaire des intérêts précis en Israël, en Europe et surtout aux États-Unis. L'internationaliste communisme, c'est l'union des travailleurs partout dans le monde contre les dominants qui nous manipulent et qui nous condamnent à la guerre et à l'exploitation. Je dis ça pour bien que vous compreniez qu'il y a une grande différence entre Abdallah et le Hamas qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 70, de nombreux réfugiés palestiniens sont obligés de fuir au Liban. L'organisation de lutte de l'époque, l'OLP, va alors s'implanter au Liban et organiser la résistance. C'est à ce moment-là qu'Abdallah rejoint une organisation de lutte anti-impérialiste qui s'appelle le Front populaire pour la libération de la Palestine. En 78, l'armée israélienne envahit le Liban et Abdallah fait partie de la résistance libanaise. Puis il cofonde en France la fraction armée révolutionnaire libanaise, l'idée étant de frapper l'État israélien et états-unien là où il se trouve. Dans ce contexte de guerre au Liban, la fraction armée de révolution libanaise va revendiquer plusieurs attentats en France. Ils assassinent Charles R. Ray, qui est un attaché militaire adjoint de l'ambassade des États-Unis, et Yaakov Bar-Simantov, qui est le deuxième secrétaire de l'ambassade israélienne en France. Ces assassinats, ils ont comme objectif de faire flipper les membres de ces États, qu'ils réfléchissent un petit peu plus avant de soutenir l'État israélien, tout en poussant à d'autres actions partout dans le monde pour que cette pression s'intensifie. L'État français de l'époque doit donc gérer ces attentats en France qui visent leurs alliés les plus puissants. Alors la grande question, c'est est-ce que Abdallah était derrière ces attentats? L'intéressé s'est toujours défendu de ça et l'État français, malgré beaucoup de recherches et d'acharnement, n'ont pas trouvé la moindre preuve. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de preuves pour enfermer des militants. L'objectif pour l'État français, ça va être de casser les organisations palestiniennes en France et d'envoyer un message clair à ceux qui voudraient faire pareil. Ils veulent donc une excuse pour enfermer Abdallah et cette excuse, ils vont la trouver. Le 24 octobre 1984, Abdallah a de bonnes raisons de penser qu'il est en danger. Des agents du Mossad le poursuivent. Il se rend donc au commissariat de Lyon pour demander une protection. Et les policiers vont saisir l'opportunité, ils le fouillent et y trouvent un faux passeport et l'emmènent donc en prison. 2 ans plus tard, en 86, faute de preuves, Georges Ibrahim Abdallah est condamné à 4 ans de prison. Mais ça, c'est trop peu au goût de la diplomatie états-unienne qui va alors ingérer sur la décision de justice. L'administration états-unienne se propose comme partie civile dans le procès. Les services secrets français sont eux convoqués pour une rencontre avec des cadres de l'État à Washington, puis le délégué de la sécurité de Paris va se faire engueuler par le directeur de la CIA. En 1987, après les procès de Georges Ibrahim Abdallah, son avocat Jean-Paul Mosurier avoue publiquement avoir travaillé avec la DGSE, les services secrets français, alors qu'il défendait Abdallah. Je répète, l'avocat d'Abdallah, qui est censé donc défendre Abdallah face à l'État qui le poursuit, cet avocat-là bossait avec les services secrets français,
qui bossait avec la CIA, qui bosse avec le Mossad. Tu te rends bien compte que là, il y a un problème quand même. L'État français, soutenu par l'État états-unien, vont donc organiser ce faux procès pour enfermer Abdallah à perpétuité. Abdallah est donc maintenu en prison pendant des années et des années, mais en 1989, officiellement, Abdallah devient libérable. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il est libéré. En 2012, l'État va tenter de convaincre le tribunal de maintenir Abdallah en détention. Il déterre une vieille note des renseignements au procès qui affirme que Abdallah est devenu un prosélyte islamiste dans les prisons et donc que sa libération est impossible, sauf que cette affirmation ne se base sur absolument rien. Non, il ne s'est pas converti, Abdallah, mais ça colle bien avec l'ère du temps. Yves Bonnet, ancien directeur de la DST, donc des renseignements français dans les années 80, en a témoigné et aujourd'hui, il est favorable à la libération d'Abdallah quand il regarde tous les trafics qui ont été faits pendant ce procès. En 2013, la Cour d'appel valide la demande de libération d'Abdallah, sauf que Valls, ministre de l'Intérieur de l'époque, ne signe pas l'arrêté d'expulsion qui aura permis la libération d'Abdallah. On retrouve sur Wikileaks une série de documents qui montrent alors les échanges de différents ministres de l'État français avec leurs homologues états-uniens qui leur donnent des garanties quant au maintien en détention d'Abdallah. Encore aujourd'hui, donc, Abdallah pourrait être libéré par un simple arrêté d'expulsion, mais aucun des ministres de l'Intérieur qui ont succédé à Manuel Valls n'a pris cette décision. Le 6 décembre dernier, nouveau rebondissement puisque tu as une nouvelle décision de justice qui approuve encore une fois la demande de libération d'Abdallah. De son côté, l'État libanais donne une garantie de rapatriement par voie diplomatique. Sauf que l'État français a fait appel de ce jugement et donc il y aura un nouveau procès et on connaîtra la décision le 20 février. En attendant, les collectifs pour sa libération, notamment la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ont appelé à amplifier la mobilisation de soutien via différentes manifestations pour sensibiliser autour du sujet. Donc sans preuve et grâce à un procès bidon, l'État français enferme depuis 40 ans ce qu'on peut appeler un prisonnier politique. Alors qu'est-ce qu'un prisonnier politique? Amnesty International en donne une définition. Un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par des actions violentes ou non au pouvoir en place, qu'il soit autoritaire ou un petit peu moins, dans leur pays, que ce pays soit internationalement reconnu ou non. Le droit de résistance à l'oppression est reconnu, donc c'est un droit constitutionnel. Si on tue au hasard des victimes innocentes qui sont justement oppressées, on ne peut pas se revendiquer de ça. Par contre, si on s'en prend au régime oppresseur lui-même, pour moi, on ne fait pas du terrorisme. J'ai utilisé ces notions-là pour faire non-lieu contre les opposants iraniens de l'OMPI. Les Moudjahidines du peuple d'Iran, qui avaient été poursuivis pour terrorisme en France, et qui faisaient des attentats en Iran, j'ai fait non-lieu en estimant qu'il y avait un doute, effectivement, entre résistance à l'oppression ou terrorisme. Ce qu'on qualifie de terroriste aujourd'hui peut ne pas qualifier de terroriste demain. Après tout, Al-Qaïda s'en prenait aux soviétiques, c'était les combattants de la liberté, d'après Ronald Reagan. Après, les choses ont changé. Dans le cas d'Abdallah, c'est assez clair là-dessus, avec le procès truqué, la détention exceptionnellement longue, les ingérences étrangères, tout ça pour soutenir des alliés géopolitiques. Bref, Abdallah coche toutes les cases du prisonnier politique. D'ailleurs, son avocat affirme même aujourd'hui que s'il avait renoncé à ses convictions communistes et pro-palestiniennes, il aurait pu être libéré, ce qu'il a toujours refusé de faire. Le cas d'Abdallah est impressionnant, mais en réalité, ce n'est pas le seul prisonnier politique qu'il y a en France. On peut parler de Christian Tin. Il a été l'un des meneurs l'année dernière des manifestations en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, contre le dégel du corps électoral. L'État français va répondre à ces manifestations par la répression et ne rien céder à la crise politique et économique qui secoue alors l'archipel. Le gouvernement accuse la CCAT, son organisation, d'être responsable des violences et c'est dans ce contexte que Christian Tin, avec d'autres militants, sont arrêtés et déportés à l'Hexagone, loin de leur famille. Et oui, c'est important de réprimer le plus rapidement possible ces mobilisations parce que ça pourrait déborder partout dans l'outre-mer, tu vois, où la situation est un peu similaire, comme en Martinique par exemple. Rodrigue Petitot, dit le R, est l'un des co-présidents du RPRAC, une organisation qui mena une grande contestation contre la vie chère en Martinique fin 2024. C'est une organisation qui se démarque par son côté populaire, c'est pas un syndicat, et par son refus de compromis et de manipulation avec l'État. C'est une organisation qui, de fait, lutte directement contre les intérêts du cartel capitaliste Beke qui contrôle l'île, ce qui fait que Petitot, petit à petit, a été violenté et finalement jeté en prison dès que l'État en a eu l'occasion. De nombreux autres cadres de l'organisation ont eux subi de la répression et des perquisitions arbitraires. Et fait important, ces deux leaders politiques ont toujours affirmé publiquement déplorer les violences et ne les ont jamais encouragées.
Par exemple, Christian Tin a appelé au calme après les premières émeutes en mai 2024. Il n'a jamais été impliqué directement dans les violences. Autre exemple, après le 7 octobre, tu as des dizaines de représentants politiques en France qui sont accusés d'apologie du terrorisme parce qu'ils dénoncent les massacres de l'État israélien. On peut parler des députés insoumis Mathilde Panot, Rima Hassan, mais aussi de Kazib, le représentant de Révolution Permanente, la journaliste Siam Asbag, le syndicaliste Delesco, la journaliste Émilie Gomis ou encore des syndicalistes étudiants de l'EHESS. Un autre exemple, tu as Timothée Esprit, qui est un syndicaliste CGT dans l'industrie de la chimie, c'est un ancien délégué syndical, qui a été licencié de son entreprise pour son soutien à la Palestine. D'ailleurs, tu as des mobilisations qui sont en cours en ce moment pour le soutenir dans sa contestation de ce licenciement. Georges Ibrahim Abdallah s'inscrit donc dans cette longue histoire des prisonniers politiques en France. C'est d'ailleurs au passage assez remarquable que les États qui aujourd'hui dénoncent les organisations islamiques à Gaza ou au Liban ont en réalité œuvré pendant des années activement pour réprimer puis briser les mouvements de libération laïque et progressiste de la région. On en avait d'ailleurs parlé avec Paul Hellec dans une ancienne vidéo du Canard si ça vous intéresse. Surtout, ce qui est important, c'est que la justice, elle n'est pas indépendante. Voilà ce que ça nous dit, toutes ces affaires-là. Cette justice n'est pas neutre et elle n'a jamais été neutre et elle sert des intérêts politiques. On se donne donc rendez-vous fin février pour parler de la libération ou non d'Abdallah et on en parlera sur notre chaîne Actu Réfractaire. D'ailleurs, pour finir avec quelque chose d'un peu mignon, chaque année, le jour de son anniversaire, tu as des militants qui organisent des feux d'artifice aux abords de la prison à Lamnezan. C'était le vite fait du jour sur Georges Ibrahim Abdallah et c'est aussi la première vidéo qui a été écrite par Maxime. Donc vous pouvez le féliciter par commentaire et allez vous abonner à son Twitter, ça va lui faire plaisir. Pensez à vous abonner pour soutenir le Canard. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi soutenir notre indépendance financière directement via des dons réguliers sur Tipeee. C'était Kouro au montage. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.